Salut. Oh là là, mais je suis trop content de vous retrouver. Ah mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. En ce moment là je suis trop heureux. Alors du coup pour ceux qui l'ignorent, j'ai obtenu un petit record sur ma précédente vidéo. Et franchement j'en suis vraiment trop fier. Surtout que j'ai obtenu 7 abonnés. Donc vraiment les abonnés, je vous adore de plus en plus. Parce qu'en fait vous me donnez envie de continuer. Et ça me fait kiffer. Voilà, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Donc j'espère ne pas vous décevoir dans cette vidéo. Surtout qu'en fait, nous allons passer à la partie 2 de ma petite série que j'intitule L'Enfer du Pacifique. Je déconne, bien sûr que non, en fait je n'ai aucune idée du nom. Je vais faire un petit aparté. Pour comprendre un peu mieux cette vidéo, je vous conseille de regarder la partie 1 que j'ai fait sur le film Midway. Et du coup vous allez en savoir un peu plus parce que là du coup je vais attaquer la suite de ce que j'ai dit la semaine dernière, sur l'enjeu de la guerre du Pacifique. Et du coup, pour ceux qui sont calés, on va continuer aujourd'hui avec la seconde partie. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Avec un biopic assez impressionnant. Franchement, j'ai adoré ce biopic et j'ai vraiment adoré le film en lui-même. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Desmond Doss, qui a inspiré le film Tu ne tueras point. Alors évidemment, le sponsor SudVPN, il m'a encore recontacté, il m'aime trop, il m'aime trop. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, SudVPN, c'est juste des boissons illimitées, gratos, voilà. On aime se faire plaisir, on aime se faire plaisir. Pour avoir cela, il suffit juste de t'abonner, c'est tout. Comment je le sais? T'inquiète. Alors évidemment, le film d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vu, ce film pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre réalisé par Mel Gibson. On le connaît pour avoir réalisé le film Braveheart ainsi que le film La Passion du Christ. Il a également pu jouer dans des films comme Mad Max ainsi que dans L'Arme Fatale. Nous avons des acteurs de folie dans ce film, comme Andrew Garfield déjà pour commencer, le seul et unique Spider-Man. Il a pu également jouer dans le premier biopic que j'ai abordé sur cette chaîne, The Social Network, qui nous raconte la vie de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Nous avons aussi Sam Worthington. Alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous mets cet extrait... Effectivement, ce mec a joué dans Avatar. Il a également joué dans un film mythologique, Le Choc des Titans. Et nous avons également Hugo Weaving. Alors les fans du Seigneur des Anneaux, manifestez-vous s'il vous plaît. Où il a pu incarner Elrond. Pour les fans de Matrix, il a joué l'agent Smith. Et pour les fans de Marvel, il a pu jouer Crâne Rouge. Donc, un bon paquet d'acteurs qui ont déjà prouvé leur valeur dans d'autres films. Passons maintenant à 3 anecdotes assez importantes sur ce film. Déjà pour commencer, ce projet a mis 14 ans à aboutir. C'est énorme. En 2001, Desmond Doss a accepté qu'on diffuse sa vie au cinéma. Mais le projet a mis beaucoup de temps à voir le jour. Il faut savoir que Mel Gibson, c'était vraiment le réalisateur que les producteurs voulaient voir à la réalisation. Mais le souci, c'est que lui, il ne voulait pas. Pour une seule raison, c'est qu'il voulait vraiment se pencher vers ses projets à lui. T'es un connard, toi. Mais en 2014, il accepte enfin de tourner le film. James Horner aurait dû également faire la musique de ce film. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a réalisé la musique du film Titanic, ainsi que la musique du film Avatar et Braveheart. Mais malheureusement, en 2015, il va mourir dans un accident d'avion. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que je l'ignorais. Et quand je l'ai appris, ça m'a un peu attristé, parce que James Horner faisait partie vraiment de ma culture musicale avec Hans Zimmer. J'ai adoré ses musiques. Il faut savoir également que la version originale du film, c'est Oxo Ridge. C'est l'endroit où a eu lieu la bataille, où Desmond Doss a pu faire ses preuves. Maintenant, passons à l'histoire vraie de l'objecteur de conscience le plus connu dans le monde. Franchement, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Entrons dès à présent dans la vie de Desmond Doss. Nous sommes en 1942. Les Américains ont réussi à vaincre le Japon lors d'une bataille navale à Midway. La plupart de leurs porte-avions ont été coulés et cela va donc freiner la conquête du Japon pour envahir le Pacifique. Le Japon n'a plus beaucoup de choix. En soi, s'il veut gagner cette guerre, il doit compter que sur 2 atouts, l'armée de terre et l'armée de l'air. Il n'a pas dit son dernier mot, mais les États-Unis non plus, car eux, comme je vous l'ai dit, ils veulent la vengeance. Ils veulent du sang de Japonais pour pouvoir se venger de l'incident de Pearl Harbor. Ils vont leur proposer 2 solutions de guerre. En gros, ils veulent reprendre les îles une par une des Japonais. Déjà pour commencer, par les Philippines, en coupant par la Nouvelle-Guinée, puis en remontant, reprendre Luçon. Ou alors, se diriger vers les îles de Gilbert, Marshall, Caroline, Marianne et Bonin, et avancer petit à petit vers le Japon. Les 2 attaques, car l'armée américaine a quand même énormément de pouvoir, vont être lancées simultanément. Et j'avoue que j'aimerais vous en parler un peu plus. Mais le souci, c'est que si je fais ça, la vidéo va prendre 30 minutes en plus. Et ça va être très très long. Donc en fait je vais faire un gros résumé, mais n'hésitez pas en fait à aller vous renseigner sur le sujet, après ma vidéo bien évidemment, sur l'attaque du Pacifique, car c'est aussi intéressant à savoir. Moi je vais faire les grosses lignes
de 43 jusqu'à 45. En gros, je vais commencer par la tactique du général Douglas MacArthur, qui avait pour l'idée de passer par la Nouvelle-Guinée pour reprendre les Philippines. Les îles Marshall, Caroline et Marianne vont être rapidement reprises, mais malheureusement, les morts et les blessés vont quand même être très nombreuses dans les deux camps. L'armée japonaise dans les îles ont complètement été décimée. Et dans le cas des Américains, le tiers de l'armée est complètement hors jeu. En plus de cela, Nimitz, l'amiral de la flotte qui a battu les Japonais lors de Midway, propose de prendre l'île de Formose ou Taïwan si vous préférez. Mais évidemment, MacArthur a voulu faire le dingue et il s'est dit non, je veux qu'on passe d'abord par les Philippines, car si on commence par reprendre Taïwan, on va perdre beaucoup d'hommes. Mais il faut savoir également que MacArthur avait promis qu'il retournerait aux Philippines, car il a dû la quitter à cause de la guerre. Alors l'armée va se dire ok, on va d'abord prendre les Philippines, et ensuite on verra ce qu'on fera pour Taïwan. Ils vont alors débarquer sur l'île de Leyte et ils vont frapper fort. Cependant, ayant appris ça, les Japonais vont tenter d'éloigner la flotte en l'appâtant avec tous les derniers porte-avions qu'ils avaient avec eux. Cependant, les Japonais, avec leur force marine, étaient beaucoup trop faibles pour l'armée américaine. Alors ils vont être obligés de fuir, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Et les Américains vont couler leur dernier porte-avions. La bataille du golfe de Leyte est une bataille très importante qui va se solder par la destruction de la moitié des navires engagés du côté japonais. Et si je vous parle de cette bataille, c'est pour aborder l'entrée en guerre des kamikazes, qui ont réussi à détruire beaucoup de cuirassés américains. Ensuite, les Américains, au prix de beaucoup de morts, vont récupérer les Philippines en marchant dans la capitale Manille début d'année 1945. Malheureusement, les civils ont presque tous été tués. 96% des 350 000 Japonais dans l'archipel vont être tués. Combien? 96, c'est énorme. Mais pour l'armée américaine, ça se passe très bien, car leur avancée commence de plus en plus à frapper fort et les Japonais commencent de plus en plus à reculer. C'est terminé! Il n'y a rien à faire, je te domine! Les Japonais vont commencer à manquer de tout car les Américains ont réussi à couper la route du ravitaillement. La marine japonaise est complètement décimée, tandis que l'aviation, au début qui était incroyablement forte, est devenue complètement inutile. Les avions sont dépassés, les pilotes sont vraiment inexpérimentés et il ne reste plus que les kamikazes. Du côté de la marine américaine, les atolls vont être prises petit à petit et ils se dirigent maintenant vers le pays du Japon. L'armée se dit, si on veut vaincre le Japon, il faut l'envahir. Mais avant le Japon, il y a l'île d'Okinawa. Et pour pouvoir avoir Okinawa, il faut l'attaquer. Mais pour pouvoir l'attaquer, il va falloir prendre une autre île avant. Pardon pour la longueur de la phrase, j'ai failli lâcher, mais j'ai tenu. Iwo Jima, et s'en servir comme base. Mais d'abord, il faut la prendre l'île. La bataille d'Iwo Jima commence le 19 février, mais il faut plus d'un mois aux Américains pour nettoyer l'île de ses garnisons de 21 000 hommes. Après la prise d'Iwo Jima en mars 1945, on commence à se poser des questions pour une raison très simple. Il y a beaucoup trop de morts. 20 703 hommes sont tués. Mais ils n'abandonnent pas la mission pour autant, car sur Iwo Jima, il y a des aérodromes. Et les aérodromes, c'est super important pour le ravitaillement et pour l'envoi des armes, pour pouvoir envahir Okinawa. Et après avoir pris l'île, c'est le moment pour nous d'attaquer Okinawa. Et c'est l'entrée en scène de notre cher ami Desmond Doss. Notre cher ami Desmond Doss est né le 7 février 1919 à Lynchburg, en Virginie. Et il est mort le 23 mars 2006 à Piedmont. Alors maintenant, on va entrer un peu dans son enfance. Il est le fils de William Doss et de Bertha Doss. Son père était un vétéran américain de la Première Guerre mondiale. Il est ensuite devenu charpentier. Malheureusement, son enfance était quand même assez tourmentée, car son père avait vécu la guerre et il en était sorti traumatisé. Il buvait et il frappait même ses enfants lorsque tout n'allait pas dans sa tête. La guerre, ça laisse des traces. Dans son village, on disait que c'était le fils du fou. Cependant, son père était très croyant et il avait chez lui un cadre avec les 10 commandements ainsi que la prière du Seigneur. Ce qui fit que Desmond était quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu. En soi, je peux même affirmer que sans son père, Desmond ne serait pas devenu l'homme qu'il était. Mais un événement va le traumatiser. Il est jeune, et un jour, il va se battre avec son frère. Il a failli tuer son frère. Les mains encore couvertes par le sang de son frère, il va alors se tourner vers le cadre où sont écrits les 10 commandements, et il va lire une phrase qui va rester dans sa mémoire. 6e commandement, tu ne tueras point. Et il se promettra de ne plus jamais prendre le sang d'un être humain. Mais ce n'est pas tout. Il est adolescent et il entend du bruit dans sa maison. Son père et son oncle sont ivres. Tout d'un coup, son père sort une arme et va braquer son oncle. Heureusement que la mère est intervenue. Elle va prendre l'arme et va appeler les policiers. Elle va alors demander à Desmond de cacher l'arme. Quand il va revenir, Desmond va voir son père se faire embarquer par les policiers. Et il va se dire que son père a failli tuer son oncle à cause d'une arme. Et à ce moment-là, il va se promettre qu'il ne va plus jamais toucher une arme de sa vie. Et c'est très important. Cependant, le contexte historique de cette époque, c'était assez compliqué, croyez-moi. Les conflits militaires environnants ont été difficiles pour lui car la majorité des hommes s'engageaient dans l'armée. Et certains n'en revenaient pas.
ou alors il revenait mais c'était traumatisé, comme son père. Il était devenu plus grand et il voulait combattre dans cette guerre pour aider les personnes tombées sur le champ de bataille. Il aurait pu obtenir un sursis, car lui en fait il travaillait comme menuisier dans un chantier naval en Virginie. Cependant lui il voulait clairement s'engager, il voulait vraiment aider son pays, parce que dans son village Desmond était connu pour aider les personnes. Par exemple en fait il donnait son sang régulièrement, au cas où, pour pouvoir sauver des vies. Et un jour, il va donner son sang et il va alors rencontrer sa femme. C'est faux, c'est tout à fait faux. Alors Mel Gibson, ou Mel si tu préfères, faut pas raconter des trucs faux comme ça, faut pas mentir aux gens. En fait, il a rencontré sa femme dans une église. Comme il était très croyant, il se rendait souvent à l'église. Et en fait, sa femme, elle aussi était très croyante. Et un jour, elle se rendait à l'église pour vendre des livres adventistes. Et en fait, elle est devenue infirmière bien plus tard, après la guerre, pour aider à subvenir aux besoins de son mari. J'en reparlerai. Alors, il va donc faire son entrée dans l'armée, et précisément dans la 77e d'infanterie, en avril 1942. Mais c'est très compliqué. Lui, il veut participer à la guerre, mais il ne veut pas tuer des personnes. Lui, il veut sauver. Il veut faire donc partie du corps infirmier. Affecté dans les troupes de l'infanterie, son intégration au sein de son équipe est très compliquée. Pour cause, dans l'infanterie, on ne conçoit pas qu'un de ses membres refuse de se battre physiquement. Pour eux, c'était un symbole de lâcheté, de couardise. Une preuve qu'il ne pouvait pas avoir confiance en lui. L'armée ne comprenait pas pourquoi un homme comme ça voulait intégrer l'armée. Ils l'ont donc traité d'objecteur de conscience. J'imagine que vous comprenez pas un mot de ce que je dis. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, un objecteur de conscience, c'est un refus d'accomplir certains actes requis par une autorité lorsqu'ils sont jugés en contradiction avec des convictions intimes de nature religieuse. Wikipédia. Voilà. Je suis pas fier. Il leur a dit qu'il n'était pas objecteur de conscience, mais plutôt un coopérateur consciencieux. Il est malin. Il croyait que la guerre était justifiée, mais que tuer des hommes, ça ne l'était pas. C'est assez compliqué quand tu t'engages dans une armée et que tu ne veux tuer personne. Après, voilà, c'est tout. L'armée a d'abord refusé sa demande d'être infirmier et l'a affecté à une compagnie de fusiliers, pensant que l'intimidation pourrait le convaincre de manipuler une arme. Mais évidemment, comme je vous ai dit, la compagnie ne l'acceptait pas du tout. On le faisait en sorte qu'il dégage le plus vite possible. Il faut également savoir que Desmond Doss avait un petit ennemi. C'était son chef de garnison. Son chef de garnison a été voir le commandant et lui a demandé si Desmond pouvait clairement dégager de sa garnison. Parce qu'il ne pouvait plus le saquer, il pouvait plus le voir. Il disait de lui que c'était un lâche. Tu verras plus tard mon cher, tu verras plus tard. Ils ont alors convoqué une audience pour le congédier, mais malheureusement ça n'a pas marché. Alors Doss est resté jusqu'au bout, et il a pu même se marier avec Dorothy, malgré ce que le film a voulu nous faire croire. Et bien plus tard, il a réussi à entrer dans le corps médical. Et ça, bravo à toi. Il va pouvoir se lancer dans la guerre, sans aucune arme pour le protéger. Il est alors parti au front en laissant sa femme et sa famille. En mars 1944, il va partir avec la 77e division pour la guerre du Pacifique. D'abord à Guam, puis à Leyte, aux Philippines. Et lorsqu'il a servi dans son peloton en 1944 à Guam et aux Philippines, il va recevoir 2 médailles d'étoiles de bronze avec un dispositif en V pour féliciter son courage, pour sa bravoure exceptionnelle, en aidant les soldats blessés sous le feu. Puis on va annoncer à cette division qu'ils vont remplacer le 86e d'infanterie qui sont basés à Okinawa, dans le sud, sur la crête d'Axo Ridge. Comme je vous l'ai dit, les Américains prévoient d'utiliser Okinawa comme base pour pouvoir envahir le Japon. Mais malheureusement, les Américains sont confrontés à un ennemi toujours plus agressif et déterminé. La férocité des combats est juste énorme. L'intensité est vraiment level au-dessus. La marine japonaise ne peut plus rien faire. Il ne reste plus que l'armée de terre qui préfère mourir en emportant énormément de victimes. En avril 1945, les premiers à poser pied par terre sont le 77e d'infanterie sur les îles proches pour pouvoir sécuriser l'arrivée des troupes. Puis ensuite, le débarquement sur l'île d'Okinawa va commencer. Au nord, nous avons la 10e armée et la 6e d'infanterie qui essayent tant bien que mal de tout défoncer. Tandis qu'au sud, nous avons le 86e d'infanterie et les combats vont durer jusqu'au 24 juin dans la partie sud d'Okinawa. L'avancée est très lente car les Japonais vont chercher à tuer le maximum de personnes possibles. Ils savent qu'ils vont pas pouvoir défendre Okinawa jusqu'au bout, alors ils vont faire en sorte que les Américains périssent avec eux. Ils vont alors poser des pièges par-ci par-là et ils vont se cacher dans des trous, dans des tunnels ou même creuser des fossés avec des bombes à l'intérieur. C'est super chaud, mais le sud c'est clairement trop compliqué à couvrir et à le garder. Car en fait il y a énormément de falaises et les Américains vont devoir monter, mais se font piéger par les Japonais qui les attendent juste au-dessus. Pas de problème, c'est pas nous qui a tué ton frère. Nous t'es gentil, nous sommes assommé ton frère. Desmond et son équipe sont arrivés devant l'escarpement Maeda d'Okinawa, ou Axo Ridge, si vous préférez. C'est une crête d'environ 350 pieds de haut, qui va traverser la majeure partie de l'île d'Okinawa. Derrière ce mur, il y a des Japonais qui sont prêts à mourir pour leur pays. Et il faut savoir que les infirmiers étaient la cible principale des Japonais. Car sans les infirmiers, les Américains sont foutus.
clairement. Mais Desmond, lui, il s'en fout. Parce qu'en fait, il veut sauver le plus de gens possible. Donc il va vraiment se mettre devant le front. Et pour le prouver, il s'est porté volontaire pour monter la crête et accrocher des filets de chargement pour monter plus facilement les armes. Les hommes sont ensuite montés un par un et attendaient. Malheureusement, les Japonais les attendaient aussi. Et lorsque les Japonais vont voir un petit Américain, ils vont vraiment tirer dans le tas. Et ça fusillait dans tous les sens. Il y a beaucoup de morts en quelques temps. Mais les Américains ont réussi à récupérer un peu de terrain. Ils vont donc se poster toute la nuit en attendant que les renforts arrivent. Il y a également une petite anecdote. À savoir, Desmond a promis qu'il ne tuerait personne. Mais cette nuit, il a failli lâcher son serment. Car il était caché dans un trou avec son coéquipier à côté et il entendait des voix de Japonais. Il avait qu'une grenade dans sa main. Il était prêt à la découpiller car il sentait que les Japonais se rapprochaient. Pour sauver au moins son équipe, il se dit « je suis prêt à faire ça ». Mais dans sa tête, il était vraiment en train de se dire « non, je ne peux pas faire ça car j'ai des valeurs et si je ne respecte pas ces valeurs, je ne serai qu'un moins que rien. » Et il a résisté. Néanmoins, ça n'a pas empêché les Japonais d'attaquer la nuit et de tuer et de blesser la moitié du 77e d'infanterie. Les Américains vont alors tous descendre illico. Sauf Sauf une personne, Desmond Doss. Il était resté car lui, il avait entendu un petit bruit derrière lui. Un gémissement d'un Américain qui demandait de l'aide. Il a été le prendre dans ses bras et lui a dit « t'en fais pas, je vais te secourir ». Il allait vers la crête et il s'est arrêté. Il l'a donc descendu. Et pendant qu'il descendait, il entendait un autre bruit. Après avoir descendu un soldat américain, il est parti en rechercher un autre. Il l'a ramené. Il l'a accroché avec un nœud. Puis il entendait un autre bruit. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il entendait du bruit, il se rendait sur le champ et prenait un soldat avec lui. Alors que les Japonais n'étaient pas loin derrière lui. Et pour vous dire à quel point ce mec est un héros, il a même sauvé des Japonais. Quand on lui a demandé pourquoi il n'est pas descendu, il a répondu « J'avais ces hommes là-haut et je ne devais pas les quitter. C'étaient mes copains, certains hommes avaient des familles et ils me faisaient confiance. » Et à chaque fois qu'il en descendait un, par sécurité bien évidemment, il priait et demandait à Dieu « S'il te plaît, laisse-moi en amener encore un. S'il te plaît, encore un, encore un, encore un. » J'aime ce mec, je l'aime beaucoup trop. Je l'aime beaucoup trop, voilà. Malheureusement, en voulant sauver une personne de plus, un Japonais l'a remarqué et il a dû sauter avec un blessé, accroché à sa corde. Après cette information, vous la croyez, vous ne la croyez pas, mais il est dit qu'un Japonais l'avait dans sa ligne de mire. Et lorsque le Japonais voulait lui tirer dessus, l'arme s'est bloquée. Soit c'est complètement what the fuck, et on essaie de se dire ok c'est l'œuvre d'une force divine, ou alors on se dit le mec a juste de la chance. Je vous laisse déduire. Ce jour-là, Desmond Doss a secouru au moins 75 personnes. Il a passé environ 12 heures là-haut, et en moyenne, il a sauvé un homme tous les 10 minutes. C'est énorme. Vous vous rappelez de l'homme là qui a voulu qu'il dégage de son infanterie? Il s'est excusé envers Desmond car il a pu voir le véritable courage de cet homme-là. Le jour d'après, cependant, il devait y retourner pour essayer de conquérir le lieu. L'escarpement de Maeda a eu lieu le matin du 5 mai 1945. Mais il faut savoir que l'escarpement de Maeda a eu lieu un samedi, le jour de sabbat. Desmond, comme il est très religieux, il ne devait pas travailler ce jour-là. Mais il s'est dit que c'était le seul infirmier encore debout, et il va quand même y aller. Desmond va alors demander qu'on lui donne d'abord le temps de lire sa Bible. Et là vous vous dites mais pourquoi genre il ne monte pas et il le laisse en bas? Sa division ne voulait pas partir sans lui, car c'est grâce à lui qu'ils sont en vie, et ils ont envie de garder ce miracle avec eux. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, l'esprit d'équipe. Et l'assaut a été suspendu jusqu'à ce que Desmond ait terminé ses dévotions. Ce jour-là, le 307e régiment du 77e infanterie a réussi à prendre la crête d'Oxo Ridge. Malheureusement, Desmond, à cause d'une tactique déloyale de la part des Japonais, s'est pris la force d'une grenade et a dû être transporté d'urgence au centre médical sur un bateau. Et dans l'affrontement, il a perdu sa Bible, offerte par sa femme, mais qui a été récupérée plus tard par ses hommes qui se sont dévoués pour aller la récupérer. Après ça, vous y croyez pas, c'est vous qui voyez. Et en voulant encore une fois aider une personne, il s'est pris une balle de sniper dans le bras. Ce jour-là, Desmond Doss est devenu un héros. Il a reçu en octobre 1945 par Truman la médaille d'honneur. Cependant, en fait, sa fin de vie est assez triste. Enfin, personnellement, je trouve ça assez triste. Car il faut savoir qu'après les suites de ses blessures, il va finir un peu paralysé. Il va finir un peu sa petite vie tranquille, car avec le salaire qu'il avait grâce à l'armée, il va acheter un petit terrain et cultiver ses légumes. Cependant, l'argent manque toujours un petit peu. Et sa femme va décider de travailler en tant qu'infirmière pour essayer de subvenir aux besoins de la famille. Puis plus tard, elle a eu un cancer du sein et elle est morte des suites d'un accident de voiture. Puis lui, il a vécu sa vie jusqu'en 2006. Il faut savoir qu'après la bataille d'Oxo Ridge, le haut commandement a réussi à prendre l'île d'Okinawa, mais avec de très lourdes pertes. 241 000 morts en soi, avec 149 000 civils, 77 000 soldats japonais, ainsi que 14 000 soldats américains. Aux États-Unis, on se dit que cette guerre elle est complètement inutile, car pour eux, ils ont déjà gagné. Mais le Japon doit capituler. Le président Truman, oui, car Roosevelt a été tué en 1945,
donc Truman l'a remplacé. Lui, Truman, ne veut pas que d'autres Américains meurent pour rien. Donc, ils vont annuler l'opération qui vise à envahir le Japon. Pour éviter du coup les pertes inutiles, Truman va alors lancer une nouvelle arme révolutionnaire qui avait été testée au Nouveau-Mexique quelques mois avant. Il va alors lâcher le 6 et le 8 août sur Hiroshima et Nagasaki la fameuse bombe atomique. Et là, je m'en veux énormément. Là, vous pouvez pas comprendre à quel point je m'en veux. Car j'ai pas été fut-fut dans mon coup. Et j'ai envie de vous offrir une troisième et dernière partie sur la guerre du Pacifique, avec le biopic Oppenheimer. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde, c'est le temps de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro, ça me plairait. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Sur la création de la bombe atomique. Et vraiment, pour finir en beauté, j'ai envie de vous parler de ce film, parce que vraiment, ce serait une parfaite conclusion sur la fameuse guerre du Pacifique. Mais le Blu-ray de ce DVD sort fin octobre, donc vous n'aurez pas la vidéo tout de suite. Donc voilà, je suis clairement deg parce que j'aurais voulu que ça soit la semaine prochaine, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les erreurs du direct. Je suis trop con, désolé. Mais je ferai la vidéo tout de suite après avoir acheté le Blu-ray d'Oppenheimer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Moi, ça me fait toujours plaisir. Franchement, merci encore aux nouveaux abonnés. J'espère avoir relevé le défi de cette deuxième partie. En tout cas, n'oubliez pas, that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.